Alors on a un sujet qui est extrêmement vaste à aborder aujourd'hui, puisqu'on va parler de modèle économique. Le sujet est d'autant plus intéressant que contrairement à ce qu'on connaît dans le domaine du web traditionnel, on est dans un monde relativement instable avec des modèles qui évoluent. On est en pleine phase d'apprentissage, en fait, des modèles qui fonctionnent ou pas. Et en fait, je vais vous poser un certain nombre de questions. On va virevolter les uns les autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parmi vous, il y a Bernard Biroc, investisseur, des dizaines de projets dans l'IT et une longue expérience dans le domaine. Et puis à côté, on a 3 personnes qui ont une double vie dans le mobile, puisqu'ils ont chacun un rôle actuel qui est dans le mobile, et ils ont chacun un ancien rôle qu'ils présenteront rapidement dans le mobile, puisque Cédric Mangot était avant responsable d'Abaxia, une société de services dans le mobile. Pierre-Emmanuel Striven, lui, était CEO de Stream Mezzo, donc une autre société du mobile. Et Gilles Raymond, lui, actuellement donc de Mobile Republic, a créé d'autres boîtes avant, notamment dans le jeu mobile avec Infusio. Donc finalement, vous avez un parcours intéressant qui a traversé des périodes de l'histoire du mobile, avec, j'imagine, des migrations de valeurs, des évolutions dans votre apprentissage des modèles économiques. Alors en fait, je vais commencer avec Gilles sur le sujet. Question très ouverte pour commencer. Vu ton parcours, vu ce que tu as fait à la fois dans le domaine du jeu et dans le domaine de l'applicatif actuellement, qui est un agrégateur de news, qu'est-ce qui, selon toi, sont les modèles économiques de mobile qui fonctionnent le mieux aujourd'hui? Et quelle est l'évolution de la courbe d'apprentissage dans ce domaine-là, dans l'industrie? Alors, je ne sais pas comment répondre à une question aussi vaste en un temps limité. En 1 minute. Non, je pense que les modèles économiques, ce qui est fabuleux, c'est que les modèles économiques sont en train d'évaluer, mais je suis plus sûr qu'aujourd'hui, on puisse parler de téléphone mobile, même si c'est le terme actuel. Plus personne aujourd'hui ne présente un mobile comme permettant de téléphoner. On parle de smartphone, et ce qu'on met en avant dans toutes les publicités, c'est clairement les applications. Ce qu'on constate sur un business model et sur la chaîne de valeur, on constate qu'une grande partie de la chaîne de valeur était plutôt côté opérateur, je pense que SFR le confirmera, et qu'aujourd'hui, une partie de la chaîne de valeur est en train de passer côté fabricant. Je ne vais pas entrer trop en détail dans les chiffres, mais c'est intéressant de voir l'évolution des marges, en particulier des marges chez les fabricants de smartphones, qui aujourd'hui ont des marges nettes qui tournent autour de 16%. On constate d'ailleurs les mêmes chiffres chez les opérateurs, alors que ces marges nettes étaient sensiblement supérieures avant. À ceci près que les opérateurs ont un business récurrent, ce qui n'est pas le cas des constructeurs, même s'ils renouvellent les portables tous les 18 mois. Et justement, et la force, je pense, des fabricants qui sont positionnés côté smartphone comme HTC, c'est que par un portail d'application, en plus d'une rémunération par le hardware et leur marge traditionnelle, j'allais dire, ils savent maintenant rajouter ou commencent à rajouter une marge venant des applications. Après, on constate 2 business models ou 2 systèmes de facturation sur le mobile. Le premium, qui était, j'allais dire, le business model initial des gens qui fournissaient des applications ou du contenu sur mobile, en utilisant probablement le système de facturation le plus puissant qui existe au monde, qui était le micro-billing par l'opérateur. Et puis la publicité. La publicité n'a jamais vraiment pris aujourd'hui, hier, ou n'avait jamais vraiment pris par l'opérateur. L'évolution de la plateforme hardware avec de la couleur, avec des grands écrans, permet une naissance qui reste à confirmer, mais une naissance de la publicité sur marché mobile, bien évidemment en France, mais dans tous les pays occidentaux au moins. Alors donc, si on mettait d'un côté la pub et de l'autre côté les applications payantes, notamment dans l'App Store, quel serait le bon pari pour une start-up aujourd'hui? Il faut faire le double pari, il faut se focaliser sur l'un ou sur l'autre? Pour être complètement transparent, je pense que c'est un peu tôt pour le dire, parce que si aujourd'hui l'architecture qui permet les systèmes le paiement en premium existe, ce qu'on constate, c'est que le système en lui-même n'est pas prêt. C'est-à-dire que le in-app purchase, qui était un outil fantastique pour générer du revenu, entre autres, qui s'exprimait par le SMS dans le monde des opérateurs, n'est pas prêt ou vient à peine d'apparaître dans le monde des smartphones. L'abonnement, qui est le saint graal
de l'ensemble du monde des médias n'est pas prêt ni sur iPhone ni sur Android. Donc aujourd'hui, il y a clairement un pari à faire dans cette direction-là. Néanmoins, force est de constater qu'il y a un marché de la publicité, il est en train d'évoluer, il est en train de se standardiser, il est beaucoup plus avancé sur smartphone que sur tablette, mais on constate que les acteurs des médias sur mobile commencent à générer un revenu conséquent, certains tendant vers la profitabilité uniquement sur le smartphone. Tu as cité le rôle des opérateurs qui serait pas déclinant, mais avec une migration de valeur vers les constructeurs. Quel est le point de vue d'un opérateur comme SFR, Pierre-Emmanuel, de ce côté-là? Et puis, quel est aussi le point de vue d'un opérateur qui a un peu une tour de contrôle, qui voit passer beaucoup de choses dans son réseau et qui voit un petit peu par ses partenariats, par sa veille technologique, les startups qui fonctionnent bien ou moins bien? Effectivement, on voit passer beaucoup de choses, on voit même tout passer. Donc, il y a la base aujourd'hui des applications, c'est l'explosion de la vidéo. Enfin, c'est pas la base, mais une tendance forte, c'est l'explosion des applications à base de vidéo. Et donc, ça met une grande pression sur les réseaux. Donc, ça a un coût. Et donc, on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre d'applications qui aujourd'hui n'ont pas un business model qui tient parce qu'elles ne savent payer ni la qualité de service ni les contenus. Je pense que dans le domaine des contenus, ce qui est intéressant, c'est que la vague de user-generated content, elle est un peu passée. C'est-à-dire que même les sites qui étaient les chantres de ce type de contenu, après avoir regardé 2-3 chats qui tombent dans la baignoire, on va plutôt vers du contenu premium ou professionnel. Et je pense que ça aussi, c'est une tendance de fond. Donc, ce que les opérateurs peuvent proposer là-dedans, c'est effectivement des réseaux qui permettent de supporter ces nouvelles applications, soit des applications très gourmandes en data. Il y a aussi des applications qui demandent une très grande réactivité, donc pas énormément de données, mais à coup sûr, il faut qu'elle arrive à destination. Donc, je pense que la qualité de service différenciée en fonction des applis, c'est quelque chose qui fait partie des tendances lourdes. Les opérateurs, donc, comme tu le disais, fournissent aussi des enablers de paiement. C'est ces enablers qui ont permis à énormément de sociétés d'émerger. Je pense que ce qui était très intéressant dans le mobile pendant quasiment les 15 dernières années, c'était de voir que là où le web n'arrivait pas à trouver vraiment son modèle payant, mais avait un inventaire publicitaire pléthorique, et donc avec des prix qui avaient plutôt tendance à baisser, le mobile s'est assez rapidement structuré autour d'applications payantes. Et je pense que c'était quand même une bonne nouvelle, parce que ça montrait qu'il y avait une propension à payer quand le parcours client était simple et les contenus, même ludiques, étaient de qualité, de préférence. Donc pour l'opérateur, aujourd'hui, on est évidemment un petit peu sorti aussi, je pense, d'une vision mobile pure. Malgré que la conférence s'appelle le mobile 2.0 et que je ne veuille rien dire de désagréable sur le mobile en général, mais on voit bien qu'on est aujourd'hui dans du mobile, du nomadisme avec les tablettes. Il y en a partout, je vois que tout le monde en a. J'ai confié la mienne à un ami qui est là au premier rang. On est vraiment sorti d'une vision mono-écran. On va y venir d'ailleurs sur ce côté multi-écran. Voilà, je pense que ça c'est une caractéristique tout à fait majeure aujourd'hui, c'est que je vois arriver de ma tour de contrôle, donc je vois arriver quand même très très peu de projets purs mobiles, et je vois que la plupart des business models peuvent fonctionner parce qu'ils reposent sur du multi-écran, du multi-situation, et donc l'opérateur c'est celui qui est à la fois au foyer sur l'écran familial, qui est au travail sur l'écran professionnel et qui est sur votre ou vos écrans nomades qui vous accompagnent maintenant partout, en week-end, le soir, au restaurant, qui ne vous quittent plus. Donc je pense que l'expérience multi-support, multi-applicative est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental aujourd'hui. Et donc avec de nouveaux modèles de facturation ou de vente des applications, on n'a pas encore vu ça, mais on pourra imaginer effectivement la vente d'une application qui est multi-écran et avec des modèles économiques associés. Il y en a aujourd'hui. Il y a des applications par exemple la télé ou la VOD. Si vous payez le contenu une fois, vous attendez qu'il vous soit délivré sur l'ensemble de vos écrans. Donc c'est quand même en train d'arriver largement, que ce soit sur les services qui sont fournis par l'opérateur ou les opérateurs, ou que ce soit des services fournis dits over the top par des acteurs qui sont
en général des gens qui commencent par G ou par A et qui sont moins français. Alors, Cédric Mangot, vous représentez un acteur international, HTC, donc, qui est présent dans plein de pays. Alors, ça peut être intéressant d'avoir une perspective plutôt mondiale. Est-ce qu'il y a des variations dans les modèles économiques qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Asie? Quelle est la vision d'un constructeur de ce point de vue-là? Alors, j'ai plusieurs idées en fait que je pensais un peu communiquer aujourd'hui. La première chose, c'est que je trouve qu'on est sur un marché qui est vraiment excitant. Il y a un switch en ce moment qui est en train d'arriver qui est énorme entre le métier qu'on faisait il y a encore une dizaine d'années à essayer et les quelques startups qui ont pu à la fois faire du chiffre d'affaires, être profitables, éventuellement même ont pu vendre leur société et à la fois Stream Mezzo en était une Fusio a eu énormément de succès. On a eu la chance aussi de pouvoir faire partie de ce genre de catégorie de société. Elles étaient basées sur le fait qu'on va pouvoir vendre les applications auprès des opérateurs ou des constructeurs. La plupart du temps, c'était vraiment ceux qui avaient anticipé la démarche auprès des opérateurs pour essayer de préembarquer leurs applications auprès des opérateurs pour être préembarqués dans les téléphones qui ont réussi et qui ont fait qu'ils ont pu gagner un petit peu leur vie. Et qu'en dehors de ces activités de vendre aux opérateurs des applicatifs, hélas, la plupart des autres modèles économiques d'applicatifs ont eu beaucoup de mal à vivre. Et je pense que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on est des caractéristiques, trois caractéristiques bien concrètes d'un business model qui fonctionnait uniquement parce qu'on avait la capacité de pouvoir travailler avec les opérateurs, de pouvoir être préembarqué dans les terminaux et d'avoir une diffusion de nos applications suffisamment large pour pouvoir avoir un modèle économique qui tient la route. Et pourquoi je trouve que donc on est dans un marché qui est en train d'évoluer et qui est assez intéressant, c'est que le monde du web et le monde de Internet est complètement en train de rattraper l'activité télécom comme on pouvait l'entendre avant. Et c'est vraiment à travers les App Store, à travers ce monde de l'Internet qui arrive vraiment des États-Unis. Donc si je peux parler un petit peu de l'international, il y a une émanence, une puissance qui est en train d'arriver des États-Unis. Les télécoms et le mobile est en train d'être transférés aux États-Unis en ce moment. Il y a des initiatives à la fois à travers les investisseurs qui sont bien sûr en général plus agressifs sur la façon de se comporter avec les startups et leur volonté de vouloir les accompagner assez loin dans leur développement. Il y a en ce moment un shift énorme des développements et des applicatifs. Et comme aujourd'hui on devient de plus en plus Internet et que les applicatifs sont des applicatifs mondiaux et sont là pour tourner, pas simplement pour tourner sur la France, mais vraiment pour avoir des applicatifs qui tournent au niveau mondial, on se retrouve avec des acteurs qui sont beaucoup plus des acteurs du web, qui interviennent dans ces applicatifs et qui vont faire de l'argent sur ces trucs-là, plutôt que des petites entités. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est difficile d'avoir un bon modèle qui tient la route en étant local à un pays, et c'est difficile si on est mono-écran, en gros. Alors, d'abord, il y a le mono-écran. Bien sûr, le multiscreen est bien sûr quelque chose d'important. Et je pense que tout le monde est là pour dire qu'on est tous d'accord pour dire que le multiscreen, c'est obligatoire. Et ça fait partie de l'offre d'être multiscreen. Donc, le mobile en est un, la tablette en est un autre, la set-top box en est un autre. Tout le monde veut être autour du foyer et monopoliser un service autour du foyer dans le salon. Je pense que tout le monde cherche à faire ça. Donc, on va dire le multiscreen, c'est sûr qu'il faut avancer dessus. Après, il y a deux types d'activités. Il y a des activités qui sont très locales, avec des applicatifs locaux où on peut gagner sa vie en tant qu'activité locale. Mais je pense que si on veut avoir une offre et un service qui tourne au niveau global, c'est toute une autre dimension, toute une autre étape dans la façon dont doit-on structurer sa société, dans la façon dont on doit structurer ses bases de données pour pouvoir avoir une capacité de développement international. Et je pense qu'il y a des opportunités intéressantes à développer des produits et des applicatifs qui ont vraiment cette expansion internationale, puisque c'est à l'international qu'on voit qu'il y a un développement important. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'émergence des application stores a un peu nivelé le marché mondial de ce point de vue-là, du point de vue des modèles économiques finalement? Ou est-ce qu'il y a quand même des différences fondamentales supposons qu'on ait des startups dans la salle, j'espère qu'il y en a quelques-unes, qui veulent se lancer aux États-Unis ou qui veulent se lancer en Asie. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre si on veut exporter son application, ou est-ce que finalement le marché est relativement homogène dans les modèles, je veux dire? J'ai la chance d'avoir lancé il y a moins d'un mois une application aux États-Unis et en Angleterre, donc la même que j'ai lancée en France en partageant complètement l'analyse
services mentionnés précédemment. On est bien sur les mêmes fondamentaux de business model, mais les business models sont de toute façon aujourd'hui dictés par les fabricants et par la plateforme. Donc on se retrouve bien dans ce même environnement. Néanmoins, ce que je constate, c'est que le marché américain est d'un niveau d'agressivité N fois supérieur à ce qu'aujourd'hui on connaît en France, avec des pratiques d'ailleurs qui sont à la limite de l'éthique, mais c'est la... En termes de dumping ou quoi? Oui, par exemple, on se retrouve à l'époque du web en 98 où vous avez des robots de téléchargement qui vous permettent de monter dans les stores en ranking. C'est le SEO appliqué aux application stores. Exactement, exactement. Donc vous avez des business models qui sont complètement similaires, mais vous avez un marché qui est beaucoup plus agressif avec des concurrents comme le citait Cédric, qui n'ont pas 2 ou 3 millions de dollars levés, mais plutôt 10, 11 millions de dollars levés. Voilà. Après, la qualité de l'application et la qualité du déploiement marketing fait la différence. Alors Bernard-Louis Roch, un long parcours d'investisseur, dont dans pas mal de sociétés du domaine des mobiles. Quelle est un peu la vision côté investisseur? Finalement, qu'est-ce qui est séduisant dans un modèle économique d'une start-up? Et pour reprendre un peu ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que si quelqu'un venait avec une application qui tourne sur tablette, voire sur un seul modèle de tablette, vous investiriez dedans? Aujourd'hui, on vit un moment très intéressant en tant qu'investisseur. Ça fait 8 ans qu'on a créé Truffle Capital, donc on investit dans plusieurs domaines. On a 550 millions d'euros sous gestion. On investit dans un peu la sidérurgie de l'IT, c'est-à-dire le software. On continue d'investir dans un business qui commence à apparaître à côté du mobile comme étant beaucoup plus traditionnel, l'Internet. Il y a des schémas, des générations de gens qui, depuis 10 ans, sont dans l'Internet. Et puis ce nouveau business sur le mobile qui arrive. Et pour nous, c'est une période passionnante parce qu'on voit depuis particulièrement 6-9 mois énormément de business plans qui arrivent, des gens qui montent des boîtes sur le mobile. Alors avec des business models qui sont encore à inventer. Et moi, ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, on ne peut pas appliquer les business models de l'Internet au mobile. On peut s'en inspirer. Vous parlez de SEO. Toutes ces techniques-là, effectivement, on va s'en servir, mais il va émerger des choses différentes. Donc, c'est très intéressant. Maintenant, c'est un business un petit peu différent pour nous parce que c'est plus early stage. Typiquement, quand vous gérez un certain montant, vous investissez en late stage. Mais dans le mobile, ce n'est pas possible parce que les sociétés sont toutes nouvelles. Même les gros leaders, les Yoc, les Velti, peut-être Bongiorno, si on peut considérer qu'ils sont dans le mobile. Enfin, c'est des agrégats de sociétés qui sont, pour les plus gros, 150 millions de dollars, Velti et Yoc, 80, 30 millions de dollars. Donc, c'est des sociétés qui ne sont pas si grosses que ça et c'est des leaders mondiaux. Donc, il y a matière à faire des leaders aujourd'hui, c'est ce qu'on pense, mais il faut partir de très petits. Et c'est pour ça que nous avons mis en place un fonds early stage où on investit effectivement des tickets de 500 000 euros, 1 million d'euros, assez early stage, alors sans avoir un business model totalement éprouvé. Faut quand même effectivement. Ça, c'est le propre de Truffle ou c'est général à l'industrie du capital risque en ce moment sur le mobile? Ça, c'est notre initiative. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il va se faire des choses dans 3 ans. C'est vrai qu'il y a 3 ans, il n'y avait pas. Il y a Steve Jobs qui a fait le pari de faire des téléphones et des iPads. Et aujourd'hui, le monde entier utilise ça. Android, il y a 2 ans, n'existait pas. Et aujourd'hui, plus d'un appareil sur 2 en Amérique est vendu avec Android. Donc, il s'est passé des révolutions. Il faut qu'on y soit. On parie des tickets comme ça sur des plateformes. Alors, sur des business models je n'ai pas de certitude à vous dire ça marche, ça marche pas, puisque en fait il y a un risque à prendre. Ce qu'on va regarder, c'est bien évidemment tout ce qui est autour des réseaux sociaux, tout ce qui est bien entendu. C'est le domaine applicatif. Je parle des revenus en fait, que vont générer les gens, parce que la start-up doit parier sur un certain nombre de revenus pour être vivable et un jour devenir profitable. Le plus rapidement possible et surtout à poser un leadership, il faut avoir des revenus, pouvoir payer des employés, etc.
Et donc la publicité, ça c'est indubitable. Je n'ai pas compris sur les réseaux sociaux, pourquoi en premier? En termes de structure de revenus, je veux dire par là. Parce que les usages des gens, des jeunes aujourd'hui, font qu'on peut effectivement capter un trafic absolument énorme. On ne sait pas le monétiser exactement totalement aujourd'hui, mais c'est vrai que quand vous avez le trafic, vous êtes mieux que quand vous ne l'avez pas. Et si vous avez des business models où vous avez des millions d'utilisateurs, un jour, on va savoir monétiser ça. Il y a le m-commerce aussi, tout ça est interdépendant. Donc on va rechercher aussi des sociétés dans le m-commerce et puis d'autres sources de revenus, ça peut être tout ce qui est autour du CRM. Le mobile est, à la différence de l'Internet, extrêmement précis sur des points que l'on n'a pas sur l'Internet. La géolocalisation, on sait où les gens sont, on sait par leur numéro de téléphone qui c'est, et de façon très précise. Donc on a des tas d'informations qui peuvent être utilisées. Alors il faut ensuite être compliant avec les lois, bien entendu, mais on sait qu'il y a un potentiel là. Et surtout, il y a des générations entières de gens qui passent directement au mobile. Les jeunes aujourd'hui ont totalement... Enfin, à une certaine époque, ils utilisaient MSN. Aujourd'hui, ce truc-là a disparu. Donc il y a des choses qui changent. Et en plus, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour les pays, c'est vrai pour l'ensemble du monde. C'est-à-dire que des marchés énormes comme le Brésil, cette mutation arrive tout de suite. Les gens passent au mobile, ils ont des applications aussi sophistiquées. Les classes moyennes au Brésil utilisent les mobiles avec une sophistication équivalente à ce que l'on a ici en France. Les réseaux sociaux. Donc, un peu comme les modèles de paiement aussi en Afrique qui ont court-circuité les modèles de paiement en Afrique. De banque. Il y a des tas de choses nouvelles qui se passent. C'est sous le radar. C'est pas encore publicisé. Alors c'est plus risqué. C'est sûr que sur toutes les sociétés qu'on va financer, et on espère financer, je dirais cette année entre 5 et 10 sociétés early stage. Il y en a déjà qui sont signées pour des montants parfois inférieurs à 500 000 euros. Quel genre d'investissement pour qu'on sache là? On ne peut pas encore quel niveau? Non, mais celles qui ont été faites. Il y en a une qui est signée et qu'on va rendre publique bientôt. Mais d'un certain ordre de grandeur d'investissement. C'est un montant de cet ordre-là. Okay. Et on va en faire quelque chose. Donc il y aura des risques, il y aura plus de risques. Il y a des sociétés effectivement qui ne vont pas aboutir, mais il va en émerger quelque chose dans 2-3 ans. Les noms seront connus. D'accord, alors je vais reprendre sur le thème des multi-écrans avec Pierre-Emmanuel. Je reviens sur cette notion de multi-écran. Quelles sont les nouvelles manières d'aborder ce sujet, dans la mesure où on entend aussi parler parallèlement au mobile du SaaS, du cloud, du fait que beaucoup de services finalement sont des services qui sont communs à plusieurs écrans, en tout cas qui irriguent plusieurs écrans. Est-ce que ça peut transformer l'évolution des modèles économiques de certains offreurs, notamment avec l'arrivée des téléconnectés? Je vais repartir du mobile avant d'aller dans la téléconnectée qui n'est pas très mobile, elle est lourde, elle est accrochée au mur. Pour repartir du mobile, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup des business models qu'on voit ou des propositions d'entreprises qu'on voit en ce moment. Elles jouent sur le fait que le mobile, c'est vraiment l'objet qu'on a toujours sur soi. Alors, il y a 2 choses que je n'oublie jamais le matin, c'est mettre mes lentilles, mes lunettes, pour revenir sur Atoll tout à l'heure, et puis prendre mon téléphone. Si j'ai oublié à peu près tout, je peux me débrouiller. Mon téléphone, c'est gênant. Donc ça devient cet objet qui est vraiment le compagnon du quotidien. Bon, il y a des tas de termes pour parler de ça, mais ça veut dire que ça peut aussi concentrer un très grand nombre d'usages qui tournent autour de données confidentielles, personnelles, de contacts aussi avec les proches. Donc c'est un objet qui va concentrer beaucoup des usages. Donc ça pour dire que quand même le mobile a une spécificité qui va au-delà de celle des autres écrans. Quand on parle du NFC, on est dans le paiement de proximité, on est dans les cartes de fidélité dématérialisées. Donc on vient vraiment concentrer dans le mobile, je pense, dans les années qui viennent, tout ce qu'on trimballe aujourd'hui dans des sacs, des besaces, des portefeuilles énormes. Et donc ça va permettre, je pense notamment en marketing, en CRM, en marketing point de vente, en marketing relationnel, ça va permettre énormément de choses. Donc on est un peu éloigné des applications du ludique, mais je pense que c'est là qu'il y a beaucoup de projets intéressants aujourd'hui et qui vont séduire les grandes marques, les grands réseaux de distribution. On en a beaucoup
beaucoup en France, et il y a donc pas mal de potentiel dans les business models là-dessus. Donc quand on parle de multi-écran, on est plutôt sur du contenu, et on est plutôt sur soit du contenu personnel, soit du contenu, disons, entertainment. Je pense qu'une des fautes qui a été faite au début du mobile, c'est que les ayants droit ont saucissonné les droits. Et donc, on vendait tel événement sportif sur la télé, sur le web, sur le mobile. Et donc, ce n'est pas parce que vous l'aviez acheté d'un côté que vous pouviez en profiter partout. Je pense que ça, c'est plus acceptable, entre guillemets, et que donc, chacun veut pouvoir disposer de ses contenus sur la totalité de ses écrans, et que donc, il y a cette ubiquité qui s'impose. Mais c'est plus une donnée qui nous vient du marché et des utilisateurs, c'est que des services qui ne seraient pas conçus comme ça, des acquisitions de droits qui seraient, ou des droits qui seraient dealés d'une manière différente, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus trop possible. On le voit avec la Catch-up TV, donc tout ce qui est délinéarisation de la télé, ça a commencé sur le web. Ce n'était pas extrêmement pratique. J'ai acheté un énorme écran LCD, donc je veux pouvoir regarder mes contenus avec une très bonne qualité et avec le confort de mon canapé et pas assis sur une chaise devant un PC, avec plusieurs personnes si je veux. Donc c'est vraiment une exigence qui vient, je pense, des utilisateurs, et en particulier pour tout ce qui est contenu musique et vidéo audio. Donc le multi-écran, il est là. Il est aussi dans le fait de tout ce qui est derrière le cloud, c'est-à-dire le fait de vouloir avoir accès à tout moment. C'est aussi ça l'exigence. Donc je prends des notes en écoutant cette conférence sur mon iPhone. Je le fais parce que c'est quelques mots clés que je note. Je veux pouvoir récupérer ça demain sur ma tablette, sur mon PC au bureau. Et donc là où dans un premier temps on avait pensé synchroniser tous les éléments, donc toutes les données étaient dans tous les écrans, tous les terminaux, aujourd'hui c'est plus ça qu'on dit. Le réseau est partout, les objets sont connectés tout le temps. En tout cas, c'est l'exigence des applications aujourd'hui. Il faut qu'on fournisse un réseau qui permette de voir tous les objets connectés en permanence, et donc toutes les données sont dans le cloud quelque part, et c'est là qu'il faut stocker les données qui sont utiles, précieuses. Mais ce qu'on peut observer quand même, c'est qu'il y a des différences de pricing des applications. On pourrait dire quasiment proportionnelles à la taille de l'écran. Une même application va être plus chère sur l'iPad qu'elle ne le serait sur l'iPhone. Est-ce qu'il y a une sorte de loi des grands nombres qui est en train de se fabriquer là, implicitement sur le marché? On vient du monde du PC où les logiciels étaient chers, disons, sans donner de prix précis, des dizaines voire des centaines d'euros. On est passé directement au mobile avec des prix très bas, moins de 5 euros pour beaucoup d'applications. L'iPad a introduit presque un price point un peu intermédiaire. Est-ce qu'il y a un équilibre qui est en train de se créer de ce point de vue-là sur le marché? Enfin, je peux me tromper, mais je pense qu'on va vraiment vers un modèle où on paye une fois pour pouvoir utiliser sur tous les écrans. Alors c'est vrai que ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Il m'arrive quasiment sans m'en rendre compte, puisque c'est très facile de payer dans l'App Store d'Apple. Donc c'est ce qui leur permet d'être assez efficace, c'est que le parcours client est très bon. Une fois qu'on a rentré sa carte de crédit, on peut acheter facilement. Donc c'est vrai qu'on paye parfois plusieurs fois la même application. Je pense que ce n'est pas l'avenir, quoi. Je pense vraiment que l'avenir, c'est on paye une fois pour un individu donné, pour une entreprise donnée, pour une communauté donnée qui peut être la communauté familiale, et puis après on profite de ce contenu ou de cette application, on la partage en multi-écran. Donc je pense que là on est dans des avatars d'un écosystème qui est en train de mûrir. On est aussi derrière une vision d'Apple dans le cas que vous citez. Il faut qu'on voit ce que ça va donner dans les autres écosystèmes qui sont en train d'émerger, notamment celui d'Android qui est de plus en plus puissant. Tu veux commenter? Oui. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'une même société peut diversifier ses canaux de revenus. On a vu Akinator tout à l'heure, c'est ça? Alors j'ai essayé, j'ai téléchargé, il m'a deviné Steve Jobs en quelques secondes. Bon, lui-même a ses revenus en vendant les apps. On a une société en Hollande qui fait du casual gaming aussi et qui s'appelle Booster Media, qui est très jeune comme ça aussi et qui démarre. Et les revenus sont en flèche. Et là, ils ont pris le parti de faire de la publicité. Bon, et ça marche aussi. Comme ils ont énormément d'impressions, ça se vend, l'inventaire grossit, le trafic grossit. Donc je dirais qu'il y a quand même de multiples sources de revenus qui sont possibles. Lui, à côté, a généré 2 millions de revenus, 4 millions de revenus en 18 mois.
c'est quand même bien, c'est quand même très impressionnant. Et puis, je vois Booster Media qu'on a créé il y a 7 mois, sont déjà sur un trend de dépasser dans leur premier exercice, d'atteindre les 2 millions de revenus bruts en publicité. Donc tout ça est nouveau, tout ça va se développer et je pense qu'on peut faire plein de paris et même changer ensuite. Alors, on vient de citer tout à l'heure le cas des application stores. Moi, ce que je constate dans cette industrie, c'est qu'on a une sorte de relation d'amour-haine avec cette situation actuelle du marché. Et ça a plein d'avantages, d'accès au marché, de distribution, pour rendre visibles les applications. En même temps, ça ferme un peu le marché, ça le met en silo dans chacune des plateformes. Qu'est-ce qu'on peut en dire justement par rapport à ces nouveaux usages et qu'est-ce qui pourrait changer cette donne, Apple ou pas Apple, mais qu'est-ce qui pourrait changer la donne de la structure actuelle du marché qui est quand même très contrôlée par les plateformes applicatives. Alors Apple évidemment en premier vu leur part de marché, mais enfin Google est quand même parti sur la même dynamique, même s'il n'y a plus d'applications gratuites sur Android que sur l'iPhone, et puis même Microsoft avec Windows Phone 7 a choisi une approche qui est assez voisine de celle d'Apple. Donc qu'est-ce qui pourrait désiloiser ce monde pour le rendre plus ouvert dans un monde multi-écran ? Je vais juste revenir sur un sujet, je vais essayer d'apporter peut-être une autre vue sur le fameux mythe de la convergence, et après je vais répondre à ta question. Oui, je vérifie que tu réponds à mes questions quand même. Il n'y a pas de débat sur la convergence côté technique, avec c'est le même contenu, il est digitalisé, blablabla. J'essaierai d'être un peu plus nuancé sur la convergence tout partout. D'abord, je pense que les gens ne veulent pas tout partout. Sur mon iPhone, justement, la barrière à l'entrée est extrêmement élevée parce que j'ai choisi un certain nombre d'applications qui a un nombre fermé et mon concurrent, en tant que fournisseur d'applications, il n'est pas à un clic, il est à un téléchargement. Donc je ne veux pas tout, je veux un certain nombre d'informations dans mon téléphone mobile et je ne cherche pas à avoir accès à toutes les informations. Le deuxième élément, c'est que les usages sont spécifiques sur chaque plateforme et que le contenant structure le contenu comme il structure les usages. Troisième élément, c'est que clairement, mes modes d'acquisition, de déploiement marketing, mes structures de rétention, mes business models sont à chaque fois différents d'une plateforme à une autre. Ma campagne pour acquérir l'utilisateur sur une télé connectée n'a pas grand-chose à voir avec ce que je dois faire sur un téléphone mobile. Mes taux de rétention n'ont pas grand-chose à voir. Mes manières de générer de l'usage n'ont pas grand-chose à voir. Et ma monétisation aussi. Il y a aujourd'hui des standards qui existent sur le web qui sont clairs. Il y a des standards qui sont en train de se construire sur le mobile. Aujourd'hui, force est de constater que sur la tablette, les standards de quelle est la bonne taille d'une bannière sur une tablette, vous interrogez Ayad, Google ou Sophialis et vous avez probablement des réponses très différentes. Donc la convergence, oui, avec une certaine réflexion, avec une certaine nuance derrière, il y a des coûts derrière, il y a un savoir-faire derrière qui diverge considérablement. Qu'est-ce qui fait que demain on pourra sortir, donc, pour répondre à ta question, d'un environnement qui est prédéfini? Alors d'abord, pour l'instant, on s'y plaît quand même dans cet environnement. Je veux dire, même si j'entends... C'est confortable à court terme, oui. Enfin, c'est quand même une structure de coût pour les développeurs. On sait que les développeurs s'arrachent un peu les cheveux. Il y a eu la belle période des applications Java sur mobile qui a fait perdre leurs cheveux à pas mal de développeurs. Enfin, aujourd'hui, il y a 3 à 4 plateformes à supporter. C'est aussi relativement lourd. Oui, mais pas de doute qu'il y a une barrière à l'entrée, y compris une barrière technique. Néanmoins, j'entends beaucoup de gens en train de râler contre Apple, Google, etc. À la fin, ils y sont. Donc, la légitimité d'Apple et de Google d'imposer des modèles, c'est la légitimité de créer de la valeur. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de débat. Les gens y vont créer de la valeur. Néanmoins, je pense qu'il y a une évolution qui est intéressante à suivre, qui commence à apparaître, qui est le HTML5 et qui va potentiellement ouvrir la plateforme qui est aujourd'hui un environnement contrôlé vers quelque chose de plus ouvert, mais qui va faire plus que ça. C'est-à-dire que là aussi, ça a changé les modes d'acquisition des utilisateurs, ça a changé les normes, ça a changé la monétisation. Enfin, on va basculer dans un autre monde. On en est au tout début de l'embryon. Voilà, il y a encore du chemin à faire. Ouais, Cédric, tu vas rebondir là-dessus. Qu'est-ce qui, à ton avis, pourrait changer la donne? Quel peut être le trigger, le déclencheur d'un changement de modèle sur le marché? C'est de la prospective, là.
C'est pas une question facile. Ce qui est sûr, c'est que quand je reprends... Les questions faciles, on les met aux Non, autres tables rondes. je pense que la remarque de Gilles sur l'HTML5, c'est un vrai sujet. Les cycles, je pense qu'aujourd'hui, moi je suis d'accord avec Gilles, aujourd'hui les applications et les App Store, elles sont là pour distribuer des applications, exactement comme Carrefour ou Auchan sont là pour distribuer des produits. On est content de les avoir parce que c'est grâce à eux qu'on distribue les produits. Il y a un modèle économique qui va avec, à l'application de s'adapter pour faire que ça fonctionne. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je pense qu'il n'y a rien à contre ça. Et je ne chercherai même pas à venir casser ça. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que ça marche bien. Moi, j'aurais tendance à dire, en France, on est très iPhone. Je ne cherche pas du tout à pousser HTC. Samsung fait aussi de très bons terminaux sur Android. Mais de manière générale, je pense qu'Android est vraiment une super plateforme sur laquelle il faut peut-être investir plus en France. Je pense qu'en France, on est un peu trop iPhone. Et si on veut avoir un développement international, l'Android est vraiment une plateforme qui a pris un déploiement plus fort, pas mal aux États-Unis et en Asie. Donc j'encourage à avancer là-dessus. Et j'encourage aussi même à venir voir un certain nombre de constructeurs comme nous et comme d'autres. Ne pas chercher à venir voir les constructeurs en disant « Tiens, j'ai une super application, comment je peux faire pour te la vendre ?» Parce que de manière générale, on est très mauvais pour acheter des applications et on est là pour, en général, casser les prix et avoir un truc qui fait que ça ne fonctionne pas, mais plutôt de nous utiliser comme des outils de déploiement et de faire du revenu cher avec nous. Nous, on n'est pas du tout... on a beau présenter qu'on est des smartphones et qu'on est là pour être agile, on est là pour avancer. Nos cycles de production, si je prends les exemples d'HTC, on a des cycles de production qui sont entre 6 à 8 mois pour fabriquer un téléphone, qui est un des plus courts au monde. Mais 6 à 8 mois, pour lancer un service, c'est des années. Et aujourd'hui, dans le monde de l'Internet, on parle en semaines. J'étais aux États-Unis la semaine dernière en réunion avec Facebook. Facebook, aujourd'hui, leur cycle de production d'applications et de modification d'applications, elle est semainière. Toutes les semaines, ils rajoutent des nouvelles fonctionnalités dans les services et ils rajoutent une trentaine de serveurs pour pouvoir scaler. Donc en fait, le cycle de production est tellement important, tellement rapide, tellement instantané, que c'est grâce à des applications, grâce à des services que nous, on peut utiliser en tant que constructeur pour mettre en avant de nouveaux services dans le téléphone, qui va nous donner cette agilité, parce que nous, l'agilité en tant que producteur de téléphones et de smartphones, on ne l'a pas, puisqu'on a un cycle de production qui est de 6 à 8 mois. Donc en fait, l'agilité des contenus et des services, c'est grâce à des applicatifs qu'on peut l'avoir. Je pense que voilà. Donc je pense qu'il y a une bonne complémentarité entre les applicatifs et le monde hardware, parce qu'on a besoin d'applicatifs pour créer cette agilité, cette rapidité d'exécution et faire que le téléphone a du sens. Je suis d'accord aussi avec Gilles sur le fait que quand on regarde aujourd'hui une pub à la télévision, qu'est-ce que met en avant un constructeur? C'est souvent les applicatifs qui sont avec, tout simplement parce qu'il a une histoire à raconter et il peut présenter un peu d'agilité et présenter des nouveaux produits, des nouveaux services qui sont vraiment up-to-date. Alors Gilles, pour conclure, finalement, c'est quoi le bon mix marketing pour un éditeur d'applications mobiles? Parce qu'il a l'accès potentiel au marché via un constructeur, via un opérateur, via les application stores. Ça bouge, on voit que ça pourrait bouger dans le temps. C'est quoi le bon mix pour réussir? Là, je suis pas donneur de leçons. Hein, j'allais dire, dans un monde qui bouge de manière aussi rapide où même des plaques tectoniques de la taille d'un Nokia peuvent quasiment disparaître ou se faire considérablement grignoter. Il y en a un dans la salle, il n'aimera peut-être pas entendre ça. Dans le monde des applications, ils sont quand même assez attaqués. Donc dans un monde qui bouge aussi vite, j'allais dire, la seule chose que je sais, et ça j'en suis convaincu, c'est que je ne sais pas. Hein. Donc je ne peux pas donner en disant voilà la recette miracle. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle et qu'on est tous dans une démarche relativement empirique pour apprendre et apprendre le plus vite possible. Ceux qui échangeront le savoir, à mon avis, apprendront plus vite que les autres. Aujourd'hui, néanmoins, clairement, il y a un écosystème qui existe, qui est les application stores. Force est de constater, il y a des centaines de millions, en tout cas des milliers de sociétés qui le démontrent de manière quotidienne, que cet écosystème, il marche bien, il est récent, il est en train d'évoluer, il est en train de grandir, mais il fonctionne particulièrement bien. Merci beaucoup. Donc en gros, on n'a plus le temps. Donc en gros, moi j'ai bien noté la conclusion, c'est intéressant, c'est on sait qu'on ne sait pas, donc il faut expérimenter. Vous tous, vous expérimentez chacun dans votre rôle. Et il me reste à vous remercier pour respecter le timing. Donc on mange bientôt, non? En fait, on a encore une autre intervention. Merci.